l'histoire d'un naufrage qui a coûté la vie à 118 marins, voici les derniers jours du Kursk, le sous-marin nucléaire fleuron de la marine russe. Le Kursk, c'est son nom, est actuellement immobilisé au fond de la mer, au nord-ouest de la Russie. L'interminable attente pour 107 marins russes pris au piège. On ne sait pas de quelle réserve en oxygène ils disposent. C'est une leçon pour Poutine, cette histoire, évidemment. Et ses adversaires, il s'en est débarrassé assez vite par la suite. Salut, c'est Hugo. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un naufrage, celui du Kursk, un sous-marin nucléaire russe qui a sombré à l'été 2000, emportant avec lui les 118 membres de l'équipage. Ce drame, retransmis par les télés du monde entier, a révélé au grand jour le délabrement du système militaire russe. Une humiliation pour l'homme qui venait alors d'arriver au pouvoir, Vladimir Poutine. Retour sur les 10 jours qui ont tenu en haleine les médias du monde entier. Nous sommes le samedi 12 août 2000. À 11h28, des sismographes norvégiens détectent une violente détonation en mer de Barents, au large des côtes russes. 2 minutes plus tard, une seconde explosion plus importante que la première fait trembler la coque de l'USS Memphis, un sous-marin américain qui espionne un entraînement de la marine russe. C'est l'exercice grandeur nature le plus important depuis la disparition de l'URSS, depuis la fin de la guerre froide, en fait. On veut montrer qu'on est toujours la deuxième armée du monde, et c'est cet esprit qui, dans la continuité de l'époque soviétique, cette mentalité qui explique tout ce qui va se passer après. Sans nouvelles d'un sous-marin dont les balises de géolocalisation ont été désactivées pour l'exercice, l'amiral Popov, qui dirige les manœuvres à bord d'un croiseur, regagne la terre ferme à 13h30. Le K-141, comme on l'appelle techniquement, que l'on connaît sous le nom de Kursk, l'équipe est totalement inexpérimentée. C'est un reflet de la décrépitude et de la déliquescence, la corruption qui règne alors dans l'armée russe et en particulier dans la marine russe. Dans les eaux internationales à quelques 150 km des côtes russes, le sous-marin nucléaire est échoué à 108 mètres de profondeur. Le dimanche matin à l'aube, la marine russe affirme avoir capté le SOS d'un rescapé frappant contre la coque du sous-marin. Le Kursk est finalement repéré. À l'intérieur, les 23 survivants se rassemblent dans le 9e compartiment sous le commandement du capitaine-lieutenant Kolesnikov. Il fait trop sombre ici pour écrire, mais je vais essayer au toucher. Il semble qu'il n'y ait pratiquement aucune chance, 10-20%. J'espère qu'au moins quelqu'un lira ceci. Salut à tous, pas besoin d'être désespéré. Kolesnikov. 2 jours après l'accident, l'armée russe rend public le naufrage du Kursk. Le commandant en chef de la marine évoque seulement des problèmes techniques. Selon les services de presse de la marine russe, les membres de l'équipage ne seraient pas en danger. Подводной лодкой установлена связь. Имеется контакт с личным составом. Il ne parle pas de naufrage, il ne parle pas d'accident, il ne parle pas d'explosion, il parle simplement du fait que le sous-marin se trouve au fond. Ancien directeur des services secrets devenu Premier ministre, Vladimir Poutine a été élu président il y a seulement quelques mois. Alors qu'il passe ses vacances d'été à Sotchi sur les bords de la mer Noire, il est averti par la marine. Il faut se rendre compte quand il a été élu qu'il est très populaire, c'est monsieur 73%. 73% de popularité. C'est l'homme qui a été élu sur la vague de la guerre antiterroriste en Tchétchénie et en Russie. Будем преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Il surfe là-dessus, boum, le Kursk. Il est pas là, il est en vacances. Alors que la marine russe évoque la piste d'une collision avec un sous-marin étranger, la panique s'installe parmi les familles de l'équipage. Только это все сбивчиво, и, по-моему, что-то не договаривается, что-то, нет, нам не хватает этой информации. Il y a des journalistes qui mènent des enquêtes de terrain extraordinaires qui vont aller jusqu'à soudoyer des pays des pots de vin à certains officiers pour obtenir ne serait-ce que les noms des disparus. Mer démontée, vent de tempête, l'image suffit pour mesurer combien sont minces les chances de ramener à la surface les 116 marins et officiers prisonniers de leur sous-marin par 100 mètres de fond depuis maintenant plus de 60 heures. Une accalmie précaire est survenue cet après-midi et la marine russe s'est lancée dans une course contre la montre et la mort avec un seul ordre, sauver les marins. До сих пор не удается наладить надежную связь с подводной лодкой. Я думаю, к сожалению, что имеются жертвы и значительные. Vladimir Poutine, qui poursuit ses vacances au bord de la mer Noire, s'exprime pour la première fois.
Il reconnaît une situation critique, mais assure que la Russie dispose de tous les moyens de sauvetage nécessaires. Quelques heures plus tard, le chef du Kremlin fait volte-face après un entretien téléphonique avec le président américain Bill Clinton. Le chef du Kremlin a accepté à contre-cœur l'aide occidentale. Il a donc perdu des jours précieux. Son amour-propre pourrait ainsi coûter la vie de l'équipage. Alors que les familles des victimes attendent désespérément des nouvelles de leurs proches, la colère monte parmi la population russe. Мне кажется, позор для нации и все события, которые происходят. Мне кажется, не то, что Путину скоро верить перестанут, потому что он кинул народ. On a un contexte de liberté d'expression extraordinaire en Russie. On peut tout dire, tout écrire. Мое мнение, что отдыхать на Лазурном там берегу в этот период главнокомандующему не стоило. Dans le pays, on va montrer un président qui est incapable de gérer la situation. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Un président qui manque d'empathie. Ça va pas lui plaire. Le 18 août, Vladimir Poutine se décide enfin à quitter Sotchi. Ситуация тяжелая. К сожалению, мало что изменилось в лучшую сторону. Alors que l'aide internationale n'a pas encore atteint la zone du naufrage, les familles des disparus laissent éclater leur colère face aux officiels russes. Sur ces images, une femme en civil injecte à l'aide d'une seringue un puissant sédatif à cette mère désespérée. Elle est emportée dans une autre salle, inconsciente. Sur la chaîne privée ORT, le journaliste Sergueï Dorenko relaie les témoignages de familles de victimes critiques à l'égard du pouvoir. Tout est fait effectivement pour montrer qu'il y a le pouvoir, il y a le peuple, et entre les deux, il y a un fossé énorme. Mécontent, Vladimir Poutine contacte l'actionnaire principal de la chaîne, l'oligarque Boris Berezovsky. Il va appeler différents organes de presse, il va appeler Berezovsky pour lui dire c'est qui ces prostituées à qui t'as donné $10 pour qu'elle pleure en direct à l'écran. Ce sont ses vrais mots. Pour bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là, il faut revenir quelques années en arrière. Dans les années 90, Boris Berezovsky est l'oligarque le plus connu de Russie. Il est très influent grâce à ORT, la première chaîne de télévision du pays. Avec quelques autres milliardaires, il va aider Boris Eltsine à se faire réélire en 1996. Président à la santé fragile, Eltsine a besoin d'un successeur. Et c'est Boris Berezovsky, très influent auprès de la fille du président, qui va pousser pour que Vladimir Poutine prenne la suite. Il espère bien sûr placer à la tête de l'État quelqu'un qu'il peut contrôler. Mais rien ne va se passer comme prévu. Berezovsky s'en rend compte très vite, mais il se rend aussi compte que Poutine a bien caché son jeu. Et qu'en réalité, son projet à Poutine, c'est la restauration de ce qu'il appelle la verticale du pouvoir. Et donc la brouille va commencer entre les deux hommes, ça va s'envenimer, les deux hommes vont se rencontrer, les choses vont être dites franchement. Il va lui dire en gros que si jamais tu fais pas ce qu'on te demande, si tu cèdes pas tes parts, on va monter des dossiers contre toi. Et à un moment, Poutine va couper court à la discussion et il va faire comprendre à Berezovsky que c'est soit ça, soit la prison. Après 30 heures d'efforts, les plongeurs norvégiens parviennent à ouvrir le sas du Kursk. L'intérieur du sous-marin est totalement inondé. Tous les marins sont morts. 2 jours plus tard, les familles des marins refusent de s'associer à la cérémonie d'hommage rendue aux disparus. Vladimir Poutine reconnaît la responsabilité de l'État et promet une enquête pour déterminer les causes du drame. Испытываю полное чувство ответственности и чувство вины за эту трагедию. Pour Poutine, c'est clair, ça ne l'a pas tué, ça l'a rendu plus fort. Et ses adversaires, il s'en est débarrassé assez vite par la suite. Donc Berezovsky a été exilé, les journalistes gênants ont été limogés. Boris Berezovsky est forcé de vendre ses parts d'ORT à l'État et déménage à Londres. L'émission de Sergueï Dorenko est déprogrammée. L'enquête menée par la marine russe apportera ses conclusions 2 ans plus tard. Le naufrage est dû à l'explosion d'une torpille à bord du Kursk. Celle-ci fonctionnait à l'aide de peroxyde d'hydrogène, un combustible hautement volatile qui n'est plus utilisé en Occident depuis les années 50. Quant aux marins qui avaient survécu à l'explosion, ils sont tous morts asphyxiés au monoxyde de carbone dans les 8 heures ayant suivi le naufrage.
Parmi les corps découverts dans l'épave se trouve celui du capitaine Kolesnikov. Dans sa poche, les sauveteurs découvrent sa lettre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poster un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à la chaîne Brut. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos du même style, vous avez le lien de la playlist dans la description. À très vite.